Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc reprendre l'examen et le résumé des morceaux choisis du livre de Jules Romain, Examen de conscience des Français. Si vous avez déjà suivi la première vidéo, vous allez être encore surpris de toutes les affirmations de Jules Romain qui sont absolument exceptionnelles, remarquables. Donc nous reprenons précisément aux défauts qu'on se reconnaît. Et peut-on les corriger? Le plan est le suivant pour ce paragraphe: allemand, bureaucratisme, exportation, etc. Vantardise. Alors, allemand tout d'abord. Il suffirait de prendre le contre-pied des définitions de l'allemand d'autrefois pour obtenir une image de l'allemand d'aujourd'hui. J'ai mis une photographie de l'allemand d'autrefois ici, qui est à la campagne, qui prend le temps de vivre comme le français d'ailleurs, voilà. Et une autre vue du XXe siècle, où évidemment c'est d'une toute autre nature. Je me permets de rappeler que Alphonse Daudet, toujours dans un de ses ouvrages, à vrai dire, car j'ai toute la collection complète de ses œuvres, il n'y a pas que les lettres de mon moulin dans l'œuvre de Daudet, dit qu'il avait traversé l'Alsace à pied, et qu'il avait discuté avec les Alsaciens, mais aussi qu'il était allé un peu plus loin, qu'il avait discuté avec les Allemands, et qu'il n'y avait rien de plus individualiste qu'un Allemand. Voilà. Donc en effet, Jules Romain a raison d'affirmer ce principe. L'allemand d'aujourd'hui, l'allemand du XXe siècle n'est pas l'allemand du XIXe, etc. Bureaucratisme. Ah, on a déjà rencontré cette phrase. La surcharge de lois sociales, les réglementations et autres gentillesses, avec les pyramides d'impôts et les termitières de bureaucratie, dans les idées clés. Je l'ai extraite. Je ne la commente donc pas. L'État fait semblant de contrôler les prix. Eh bien, il y a une ordonnance de 1945 sur le contrôle des prix. Mais il fait semblant de les contrôler. C'est afférent. Je ne peux pas dire plus. C'est 1954 que Jules Romain a écrit ces phrases. Il était miraculeux pour assurer l'importation française d'une santé normale et durable dans le monde de la concurrence alertée, qu'il suffit de se laisser vivre. Ça fait partie aussi de ces phrases exceptionnelles que j'ai regroupées au début. Client. En France, le client n'est pas estimé, il doit s'incliner. Ça, c'est un comble. Jules Romain a la phrase vraie. Souvent, le client n'est pas estimé, il doit s'incliner. Alors, dans les restaurants chinois, comme le Grand Bonheur ou autres, ou les restaurants vietnamiens, au contraire, le client est estimé. Et le client est roi. Jules Romain dit, il existe une paresse nationale. Oui. Le travail, voilà l'ennemi, comme il dit par ailleurs. Donc, nous continuons. Embarras public. Les journaux et l'opinion publique se réjouissaient de l'embarras public d'une telle impuissance. Je ne vois pas cet extrait d'un passage, mais j'ai oublié de recopier l'impuissance. Mais en tout cas, les journaux et l'opinion publique se réjouissaient de l'embarras public, l'embarras des pouvoirs, quoi. Mais je ne vois pas à quoi ça se rapporte. Glasgow, capitale industrielle et commerciale de l'Écosse, se situant ici près du mur d'Adrien, d'ailleurs, l'empereur romain qui avait fait bâtir un mur avec périodiquement un camp romain, de manière à se défendre des Écossais, des Scots. Voilà. Le mur d'Adrien, les limites de l'Empire romain. Patronat, la paresse des patrons. Jules Romain. Bon. Le patronat du pis-aller et du pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Bon. Voilà
Jules Romain, 54, a dû percevoir ces réalités. Aucun des patrons entrepreneurs, aucun des chefs du pays n'avait le courage de parler aux travailleurs le langage des chefs. Oui. Alors sur ça, j'ai trouvé cette illustration. C'est dur d'être patron. Le gouvernement répond, ne m'en parlez pas. Le MEDEF, le patronat français, quoi. Ouais, c'est dur d'être patron. Oui. Bon. Responsabilité. Nous n'aimons pas les responsabilités ni la discipline. Ah. En règle générale. Oui. Ce serait un beau sujet de réflexion, ça. De dissertation. Nous n'aimons pas les responsabilités. Et pourtant, il n'y a d'efficace que celui qui est responsable. La discipline, c'est autre chose. Bon. Vantardise. Le français aime à se vanter de sa débrouillardise. Oui. Le système D. Nous n'avons à la bouche que notre esprit d'invention. Et il est un fait que pendant très longtemps, après tout, c'est bien la France qui a inventé la voiture, le train, l'avion, le béton, etc. On est un grand pays inventeur. Nous passons au moindre effort. Du moindre effort, le thème de Jules Romain, c'est du moindre effort au parasitisme. Le plan, acheter, exportation, monnaie, parasite, tranquillité. Acheter. Acheter est un métier, ça figurait dans les idées que j'ai exposées, dans les idées clés au début, donc je ne la commente pas. La femme d'aujourd'hui travaille souvent au dehors, cela réduit son métier d'acheteuse. Oui, vérité. Vérité. Ouais, on ne peut pas tout faire à la fois. Plus récemment, l'offre est devenue supérieure à la demande. Ça veut dire que pendant longtemps, on a manqué de biens et de services. Cela a touché au scandale, l'acheteur avait le choix. À la pénurie, aux difficultés de la pénurie, on a substitué les difficultés du choix, de savoir quel est le bon produit. Bon. L'acheteur résigné d'avance a désappris de discuter et de choisir. Résigné d'avance. On a vu que l'acheteur n'était plus roi en France. Sauf, moi j'ai ajouté les restaurants asiatiques. Monnaie. En mettant dans la main du public une monnaie qui n'est pas sûre, l'État accorde une prime à la prodigalité et au gaspillage. Il veut parler indirectement sans doute de toutes les dévaluations monétaires qui périodiquement, entre l'ancien franc, le nouveau franc et l'euro, il y en a eu des variations de pouvoir monétaire. Parasites. Une bonne moitié au moins des intermédiaires qui pullulent actuellement sont de purs parasites. Idée clé plus haut. Tranquillité. Notre désir de rester tranquille est grand. Et ça c'est naturel. On veut être en paix. Nous passons brièvement à la canaillerie de la rapine à la fraude. Alors voyons voir. La canaillerie de l'histoire. Ah oui, parce qu'il parle du directoire. Il fait de l'histoire, Jules Romain, c'est très bien d'ailleurs. La fourmillante canaillerie du directoire n'était qu'un souvenir après un an de consulat. Pour ceux qui voudraient approfondir, bien sûr c'est l'époque des merveilleux et des merveilleuses, le directoire. Et puis, ça manque pas de documentation. Voici un livre de poche, Histoire du consulat et de l'Empire. Et voilà, évidemment, le général Bonaparte, qui a dit un jour à Paris,
face aux manifestations, parce que les Français manifestaient, qu'on me donne un canon et je rétablirai l'ordre. Oui, ben. La France d'avant, je ne veux pas faire un tableau idyllique de la France laborieuse d'avant-hier, que j'ai vu d'assez près. Ça, c'est à prendre en considération. Sans doute, ce qui a motivé Jules Romain, c'est le contraste entre la société de l'après-guerre et la société qu'il qualifie d'avant-hier. Sans doute avant la guerre de 14-18 alors. Avant hier. Si hier c'est la guerre de 39-45, peut-être entre 14, bon, chacun choisira. Malheureusement, c'est devenu de l'histoire. Et si Jules Romain a pu témoigner, lui, c'est qu'il l'a vu d'assez près. Il la connaissait. Il nous reste cette phrase. La France laborieuse d'avant-hier. Et le constat que maintenant, le travail, voilà l'ennemi. La France laborieuse. Nous passons aux mendiants de subvention. Naguère, les viticulteurs du Midi entrèrent en insurrection, dressèrent des barricades sur les routes. Naguère, oui, c'est vers à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle que les viticulteurs du Midi ont déclenché une espèce de guerre civile viticole, voilà, pour le vin. Alors Jules Romain, de quoi se plaignait-il? De produire plus de vin qu'il ne leur était possible d'en vendre. Cela concernait aussi ceux qui étaient maintes fois millionnaires. Oui, évidemment, le Français buvait beaucoup de vin rouge, et puis il y avait des vignobles pratiquement partout, dans toutes les provinces. La situation en 1900 n'est pas celle que l'on a actuellement. Voilà. La révolte des viticulteurs. Oui. Ensuite, jadis, dans les temps fabuleux où deux faisaient quatre, mine d'or signifiait source de richesse, on a vu ça plus haut, et cette mine d'or poussait des cris déchirants, parce que, tenez-vous bien, on l'a déjà dit tout ça, hein, la subvention que l'État lui accordait jusqu'ici n'était plus suffisante. Hein. Donc, quand on a des subventions, bon, c'est déjà bien beau. Pour Jules Romain, c'est amoral d'avoir une subvention. Avant, il n'y en avait pas. On ne comptait que sur ses mains, sur son esprit pour travailler. Voilà. Là, j'ai mis la mine de Salsigne, une mine d'or française. Ensuite, les quémandeurs de subventions s'alignent comme les mendiants d'autrefois à la porte des églises. C'est très beau ça. Les mendiants d'autrefois à la porte des églises, les quémandeurs de subventions. On peut voir des villages de montagne qui depuis des siècles étaient accoutumés à se suffire fièrement et durement, devenus des agglomérats de pensionnés. On a retenu cette idée dans les idées clés déjà. Voilà. Ouais, des agglomérats de pensionnés, voire la politique agricole commune, la PAC. Ça continue. Depuis 1954, ça continue, cette idée-là. Peu à peu s'est installée l'idée qu'il existe quelque part, là-haut, dans les régions supérieures et mystérieuses de l'État, une source d'argent inépuisable. Oui. Voilà une photo d'un lobbyiste sans doute qui arrose un secteur, une commune, un secteur économique. Voilà. L'auteur se rappelle d'une conversation en 1938 avec un paysan de la montagne. Celui-ci racontait que depuis les dernières lois du travail, les jeunes se faisaient nommer dans les chemins de fer. Ils y travaillaient peu, fumaient
lisez le journal ou bavardez. Voilà. C'était moins dur que de se lever à 4 heures du matin en été pour aller faire la moisson. Oui, 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 oui. Surtout qu'à l'époque, sur les pentes en montagne, il fallait faucher. Et ça demandait une bonne forme physique, des bras costauds et des jambes aussi costauds pour tenir sur ces pentes. Aujourd'hui, le pays se dépeuple, les champs sont en friche et les maisons en ruine. Voilà, les maisons en ruine. En voilà, là. Mais la porte est ouverte, donc il y a quelqu'un. C'est quelqu'un qui a fait la photo d'ailleurs. Sûrement. Les agriculteurs et les fonctionnaires en puissance de type nouveau, on a déjà vu cette photo plus haut, et on a souligné que quand on touche une rémunération régulièrement chaque année, en effet, c'est des fonctionnaires d'un type nouveau. La politique agricole commune est en voie de rénovation. Que voulons-nous précisément? La citation en dessous, on l'a présentée aussi dans les idées clés. Un État créateur ex nihilo de rien, parce qu'il n'y a pas d'entreprise, il y a très peu d'entreprises publiques. Ça vient des impôts donc, pratiquement, ou des emprunts. De richesse, dispensateur de paresse et de loisirs, qui peut répandre les flots d'argent, qui en a le devoir même de faire vivre ce peuple qui ne veut pas travailler. Les fautes de l'État maintenant. Ce serait tombé dans un enfantillage de faire de l'État le bouc émissaire, la cause première de tous les maux de la France. Bon. La pensée de Jules Romain est équilibrée. C'est pas, d'après sa pensée, l'État a sa part de responsabilité, bien sûr. Mais bon, on a l'État que l'on mérite aussi. Donc, il y a le peuple aussi, bien sûr. Tous complices. C'est toutefois l'État qui a porté le premier coup décisif à l'honnêteté politique par la dévaluation de sa monnaie. Idée clé expliquée plus haut. Il faut se souvenir, comme peuvent le faire encore les gens de ma génération, de ce qu'était le préjudice de l'État. Idée clé aussi. Plus personne ne peut témoigner de ça maintenant. L'État se contentait d'un budget de 3 milliards. C'est pas beaucoup. Il trouvait le moyen d'avoir une des 2 premières armées et la seconde flotte du monde. Eh oui, bon. Sans commentaire. L'État a montré un gaspillage dans l'administration. Je dis, ne ferai pas d'exemple. Encore un témoignage d'une personne qui a connu, de Jules Romain, qui a connu l'antériorité. Sur une équipe de 4 ou 5, comme il n'y en a jamais plus d'un à la fois qui travaille vraiment, oui, ça, on connaît tous ça. En circulant, on voit sur les routes des équipes de 4 ou 5 qui causent. Bon, des employés municipaux ou autres. En payant mieux un nombre fortement réduit de fonctionnaires, on ferait des économies considérables. Oui. Le virus bureaucratique est une version de l'éléphantiasis. C'est une maladie dont j'ai trouvé cette photo évidemment horrible. On devient comme un éléphant. On grossit quoi. Évidemment, normalement. Bon. Une des toxines du système est le petit chef, qui veut devenir un chef de l'échelon au-dessus. Oui. Voir la pensée d'André Malraux dans une discussion avec Pablo Picasso. Je crois dans le miroir des limbes, je crois bien. Tout homme qui a construit une connaissance, une pratique, etc., en fait une montagne. Et après, il grimpe au sommet, il plante un petit drapeau, et il dit « c'est moi le chef ».
Et Malraux critique aussi ces petits chefs qu'il y a partout. J'ai trouvé un restaurant, le Petit Chef. Au Conseil des ministres, application. Celui qui n'aurait pour lui que l'épaisseur de 4 directions générales, à côté d'un collègue qui en aurait 12, ce sont petits garçons. L'expression est intéressante. Ce sont petits garçons. C'est un petit ministre. C'est vrai que je crois que Jack Lang avait dit que entre les ministres, il y avait beaucoup de différences d'importance et que suivant le ministère, on était premier à parler, ou deuxième, ou troisième, ou 24e. Quoi. Les amiraux se sont multipliés chez nous, même rime que disparaissait la flotte. Idée clé, déjà, là aussi. Oui, les amiraux se sont multipliés. La machine a 3 étages. Maintenant, très beau paysage français, verdoyant, montagneux. Le plan, là ça devient institutionnel. Les 3 étages, plan et rôle du Parlement, corporatisme, économie, idées, lois et finances. Ça devient... La machine à 3 étages est un modèle universel, dit Jules Romain. Elle s'applique à la Chine des Ming, à l'empire des Incas, comme à la monarchie de Louis XIV. Ces machines ont marché pendant des siècles, avec de brillants succès, sans comporter de parlement. Oui. Eh oui, eh oui. Je sais que Louis XIV répétait à loisir dans son conseil d'État, c'est-à-dire 4 ou 5 personnes, mais pas plus, qu'il n'y avait que lui qui prenait les décisions dans ce royaume. Et personne n'aurait osé empiéter sur le roi. Alors, les 3 étages. L'étage inférieur, c'est la société. La paresse, le gaspillage, la rapine, l'égoïsme. La peinture de l'homme est sans doute réaliste, mais triste. L'étage supérieur, c'est le gouvernement, qui pense et décide. L'étage intermédiaire, c'est l'administration, chargée de transmettre l'énergie du haut au bas. Et pourtant, c'est la nation qui fait vivre tout ça. Voir les affiches de la Révolution française, et puis la célèbre formule de Thiers, je crois, de l'abbé Thiers. Qu'est-ce que le tiers-état? Un tout qui n'est rien. Un tout véritable. C'est la nation. Mais qui n'est rien et qui veut être ce qu'il est. Son importance. Voilà l'ordonnance d'Henri IV à Toulouse, confisquant le droit de chasse au profit de la noblesse et défendant à tous gens mécaniques de cesser leur activité pour leur défendant de cesser leur activité et leur défendant donc de s'adonner à la chasse, sans quoi la chose publique en serait désubstantivée à ceux qui travaillent et les autres. Place et rôle du Parlement dans la machine. Nous ne pourrons pas nous passer longtemps d'un gouvernement beaucoup plus fort que nos chétifs gouvernements actuels. Ça, c'est pour la 4e République et la 3e. Le Parlement devient un des encombrements majeurs de la machine. Là, ça déborde ces 2 républiques. Ça atteint la nôtre. Encombrement majeur de la machine. D'où la phrase suivante, un audacieux expérimenteur, ça a été déjà dit ça aussi, idée clé, pourrait pratiquer un jour l'ablation du Parlement et dire ensuite au peuple de France, vous voyez, tout marche très bien, tout marche même mieux. Oui, bon. Même la confection de lois nouvelles gagnerait n'a pas été confiée au Parlement. Des organismes compétents y travailleraient avec plus d'efficacité. Eh bien, dans mon livre bleu, j'ai appliqué ce principe-là. Voilà.
Mais toutefois, j'ai maintenu quand même une partie du Parlement. La manie légiférante, les lois bâclées, bien entendu obscures et contradictoires, ou faisant double emploi. C'est vrai que tout le monde court en avant, court. À chaque jour suffit sa peine. On ne regarde pas en arrière. On regarde peu en avant. Et donc on accumule les lois contradictoires aussi. Le Parlement vote à tour de bras, à grand concours de banquettes vides. C'est arrivé ça aussi. Depuis 1954, il y a eu des lois qui ont été votées la nuit. C'est arrivé. Le Parlement est aussi à l'origine pour les gouvernants d'une vie d'accusés traqués par le juge d'instruction. Oui. À cette époque-là, oui. Maintenant, c'est la Cour de justice la Cour de justice. Corporatisme et fraude. L'administration chargée d'appliquer les lois est souvent désarmée à l'égard de cabinets d'affaires qui cherchent des échappatoires à leur clientèle de fraudeurs. Ah ben là, c'est un vaste sujet. Ce qu'il appelle cabinet d'affaires, c'est maintenant tous les lobbying. Et là, évidemment, il y aurait une grande réforme à faire, car c'est en relation avec le grand capitalisme, ça. Et l'écologie en fait largement les frais, d'ailleurs. Les papillons aussi. L'économie, l'esprit de risque, la concurrence, la prime au meilleur, sont des excitants biologiques. Il va très loin, mais c'est très bien. L'échec, la faillite améliorent le système. L'esprit de risque. Il y a beaucoup de Français qui n'ont plus du tout. C'est la concurrence. Oui. La prime au meilleur. Oui. Sont des excitants. Bon. Biologiques, sans doute. L'échec, la faillite améliore. On apprend toujours par l'erreur, en tout cas. L'erreur est salvatrice. Elle nous fait découvrir des choses que nous n'avions pas vues. Loi et finances. Il y a peu de bonnes nouvelles qui soient inoffensives pour le budget. Souvent, elles proposent de fonder un organisme. Alors ça, c'est certain. Il est plus facile de créer des organismes que de régler les problèmes au fond. Voilà. On délègue le soin de régler au fond, sans doute à l'organisme. C'est pas impossible. Nous passons maintenant au dernier point, la conclusion. Le programme de l'auteur, Nation, Poincaré, civisme, etc. Il est grand temps de réveiller l'esprit public. Oui. En 1954, c'était le cas. Programme de l'auteur. Réforme générale de l'État, diminution des effectifs et de la paperasse. À cette époque, c'était sans doute nécessaire. Ensuite, élimination du gaspillage et de la gabegie. Oui. Stabilisation de la monnaie, y compris retour à la monnaie or. Alors ça, les accords de Bretton Woods sont passés. Voilà. La monnaie or, évidemment, c'est du concret. C'est pas de la monnaie virtuelle. Bon. Chasse aux privilèges, c'est toujours d'actualité. Quand l'OCDE, en 2016, je crois, ou 2006, je me souviens plus, 2016 plutôt, a publié la statistique mondiale que 1% de la population possède 50% de la population mondiale, les plus fortunés, possèdent 50% des richesses produites chaque année par la planète, voilà. Et ça peut monter plus haut, maintenant, d'ailleurs, je crois, que 50%. Réforme fiscale, afficher les déclarations dans les mairies. Oui.
oui, 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 oui. Bon, diminuer les taux, diminuer l'imposition, donc. Voilà, réforme fiscale. Voilà le programme de l'auteur. France contradiction. Nous sommes un peuple qui crie volontiers vive la liberté et qui à d'autres moments sait prendre un despote. Ça c'est très vrai. Historiquement, oui. Mais le despote fait du bien aussi. Voilà. Je pense qu'il pensait au général Bonaparte, ou à Napoléon, quoi. Voilà. Mais bon. Une autorité. Ça pose le problème de la démocratie et de l'efficacité aussi. La Chine actuelle a montré qu'un système autoritaire était capable de faire émerger une classe moyenne de dizaines de millions de personnes qui ont un niveau de vie très élevé. Bon. Ça pose le problème de 1937 de l'exposition universelle, quand Hitler et Mussolini disaient que la démocratie, on y donnerait un coup de bélier dedans et ça s'effondrerait, ce qui s'est passé aussi. Voilà. Bon, Poincaré avait profité jadis de la hausse du franc pour le stabiliser, ce détail d'histoire. Civisme. Il y a une épidémie d'incivisme. Le civisme apparaît comme un placement à fond perdu, un gouffre où tout va se perdre. Eh bien, il y a une épidémie d'incivisme. Parler de justice sociale à un peuple en déconfiture générale qui assiste au déni de l'égalité civique et à l'impuissance de la loi, c'est se moquer de lui. Ça, c'est des phrases extraordinaires. Les ententes entre grands industriels sont des sortes de piraterie coalisées pour empêcher la concurrence de renaître. Ouais, ça oui. Une entente a pour but de limiter la concurrence. Un gouvernement énergique obtiendrait une compression des coûts. Oui, sans aucun doute. Syndicalisme. Dans les dernières pages, je signale que Jules Romain se livre à une critique féroce du syndicalisme aussi. Génie français. Un pays comme le nôtre, abondant en ressources humaines et naturelles, ne tarderait pas, s'il était soudain bien géré, d'être en vie de prospérité. J'ai cité cette phrase en exergue au tout début, dans la première vidéo, là, à sentir celle-ci lui ruisseler des pieds à la tête. Il y a une erreur à corriger. Le pays est atteint non pas d'un complexe d'infériorité, c'est une idée clé aussi, mais d'un complexe d'avachissement. On s'avachit. Peut-être que l'un des mots les plus importants, ça a été l'introduction de la télévision par André Malraux et son fameux discours dans les années 1960, que la culture rentrerait dans la moindre chaumière, etc. Il n'y a pas que la culture, malheureusement. Il y a la distraction pure et simple. La France a droit à la place que son passé lui assigne, bien sûr. Et Dieu sait si pour la Tour Eiffel, il y a eu des débats importants, car les Parisiens de l'époque trouvaient que ça allait défigurer Paris. Après, on s'habitue à tout, même s'il fallait l'enlever maintenant. Bon. Et le pont Alexandre II, qui n'est pas loin, du Tsar, du temps de l'entente cordiale. Nous venons d'extraire la substantifique moelle, comme aurait dit Rabelais, de cet ouvrage de Jules Romain. J'ai replacé la formule sur l'avachissement, ça date de 1954. Jules Romain appelait un lever de soleil colossal après ce livre. C'est arrivé en partie en 1958 avec Charles de Gaulle. Et Charles de Gaulle avait dit « Après moi viendra le règne des financiers et des comptables ». Voilà. Et puis beaucoup de
C'est assez curieux parce que Napoléon Ier dit que le monde est gouverné par le hasard, alors que lui a essayé de lui donner un sens. Ben, on a parfois l'impression qu'il avait bien raison. Le hasard guide la politique. Bon. Nous en avons terminé. Maintenant, nous sommes entre 30 minutes et 40 minutes, parce que le livre est important. Cela fait partie, je redis, de la culture sociétale. Voilà. Pour tous ceux qui voudraient la développer, j'ai un site sur Internet où il y a 800 heures de cours. Voilà. Mais ces résumés de livres sont particulièrement, par vidéo en plus, sont particulièrement importants. Voilà. Eh bien, en vous souhaitant de ne pas vous avachir, mais au contraire de faire marcher vos neurones, votre pensée, votre réflexion, votre intelligence, vos discussions et tout, et surtout la pensée, l'esprit critique, positiviste, voilà. Eh bien, je vous dis au revoir, et si vous êtes tenté, si vous trouvez le livre, vous pourrez toujours le lire en intégrale, bien sûr, bien sûr. Voilà. Bien, je vous dis au revoir, et à un prochain résumé de livre. Au revoir à tous et à toutes.